Bonjour, donc je suis Daniel Kaplan. Rapidement, je vais plutôt introduire cette table ronde. J'ai quelques mots à dire sur d'où je viens, la raison pour laquelle je suis là, mais ça vous l'illustrera. Finalement, l'idée telle que je la comprends en tout cas, et puis éventuellement vous la comprendrez autrement, mais parce qu'on a une formulation qui mêle en très peu de mots plein d'idées, mais c'est quand même l'idée de transition qui serait sans doute centrale dans ce qui nous intéresse. Et transition, c'est un mot qu'on utilise facilement, trop facilement, c'est un peu comme paradigme, toutes ces choses-là, mais c'est un mot chargé quand même. La transition, en principe, ça va décrire la transformation d'un système entier, et c'est peut-être ça qui ferait un peu la différence et la continuité en même temps avec la session qu'on vient d'entendre, mais c'est la transformation d'un système entier, c'est-à-dire de ces termes de référence, de ces critères, de ces acteurs, de ces règles, de ces flux, d'un état à peu près stable, mais qui peut plus continuer, à un nouvel état dans lequel, à nouveau, l'ensemble de ce qui fait les mécanismes et les relations, les entités et les relations entre les entités auraient changé. Et ça veut dire qu'on est dans des problématiques de mise en correspondance de toute une série d'échelles, de toute une série de rythmes. Il y a beaucoup de questions de temps. Il lancera notamment dans votre intervention, mais y compris de questions difficiles. Par exemple, est-ce que la question de la transition dans le contexte de l'Anthropocène, c'est de ralentir mais en fait, on n'a pas le temps de ralentir. Il faut ralentir à toute vitesse. Donc, est-ce qu'il faudrait du coup accélérer quelque chose ? On pourrait imaginer qu'en fait, la question, c'est que justement, comme on n'a pas le temps de ralentir, il faudrait au contraire, je sais que, alors je ne sais pas ce que dira Laurent de Sutter, mais on trouve dans le monde, dans ce qu'on appelle le courant accélérationniste, cette idée que en fait, la question, c'est plutôt d'agir vite et d'agir toujours plus vite. Ce n'est pas forcément à ça que vous ferez référence, mais et on a évidemment des acteurs qui peuvent aller plus ou moins vite. On est dans ce phénomène dont Bruno Latour parle souvent aussi, qui est que la catastrophe a déjà eu lieu, mais on l'a pas encore vue. Donc on a même des choses qui se sont passées avant maintenant. Donc comment on essaye d'aborder la question à la fois comme un acteur incarné, on est quelque part, on agit à partir de quelque part, mais en essayant de penser à la transformation de systèmes. Alors c'est rigolo parce que on s'était pas concerté avec l'animateur précédent. On a tous les deux des citations sur l'art. C'est pas tout à fait les mêmes, mais elles sont sans doute compatibles. Donc aujourd'hui, moi, je suis en train de créer quelque chose qui est complètement naissant, qui s'appelle le réseau Université de la Pluralité, qui au fond, vient, c'est pour ça que je fais cette rapide intro, vient au départ d'une réflexion sur des transitions, qui vient du travail que je menais auparavant dans une organisation qui existe toujours, qui s'appelle la FIN, la Fondation Internet Nouvelle Génération. J'ai rencontré certaines d'entre vous dans ce contexte-là, qui travaille plutôt sur le lien entre technologie, société, innovation. Et l'un des derniers programmes, qui vient d'ailleurs de publier quelque chose, une sorte d'agenda pour le futur, tournait autour de la difficulté du lien entre numérique et écologie, et en particulier entre deux des forces ou des enjeux contemporains qui utilisent très volontiers le terme de transition. Et on s'était aperçu à ce moment-là en se disant, mais effectivement, y a-t-il un lien ? Pourquoi ce lien est-il si difficile ? Que, au fond, on était face à deux transitions qui étaient presque plutôt en tension l'une avec l'autre. Alors, on l'avait résumé de manière un peu provocante en disant, la transition numérique, elle consiste à tout changer, mais on ne sait pas très bien en quoi. La transition écologique, c'est à peu près en quoi les choses devraient changer, mais n'arrive pas à trouver le chemin pour le faire. Et donc, on pourrait essayer de marier l'un et l'autre. Mais pour rentrer un peu plus dans ce qui nous intéresse ici, donc, bon, ça, c'est un petit peu la description de ce qu'est. Retirons le son, peut-être, si on peut. Voilà, c'est parfait. Il faudra le remettre, peut-être, pour Alexandre. Mais voilà. Donc... au fond, le réseau Université de la Pluralité, c'est un réseau qui prolonge un petit peu l'idée de l'utilisation de l'art, mais en se disant qu'au fond, nous sommes face à des transformations, notamment une transformation écologique, que nous avons un mal de chien à nous figurer
au fond. Qu'est-ce que c'est qu'un monde d'après post-anthropocène ou d'après une transition écologique? On sait pourquoi il doit changer, on sait même assez bien raconter les différentes formes d'effondrement, par exemple, mais la vie d'après, celle qu'on aurait construite, les règles par lesquelles ça pourrait fonctionner ou avec lesquelles ça pourrait fonctionner, on a du mal. Et on a du mal parce que justement, l'idée, c'est que les règles mêmes, donc les manières dont on se construit en tant qu'acteur, en tant que citoyen, en tant que professionnel, auront probablement changé. Et du coup, on s'aperçoit qu'effectivement, une des manières d'aller explorer ce champ-là, puisqu'on ne peut pas le faire avec les formes habituelles, même de la prospective, c'est de passer par des formes délibérément artistiques, par le récit, par des formes, par la branche fictionnelle et spéculative du design, par des formes artistiques, plastiques, d'art vivant, etc. Ce sont ces gens-là qu'on essaye de fédérer dans le réseau Université de la Pluralité. J'arrête de parler du réseau et peut-être 3 aperçus pour introduire un peu peut-être nos discussions. Le premier, c'est finalement l'analyse à laquelle on était arrivé sur la question de cette difficulté du lien entre écologie et numérique. C'est qu'en fait, on était face à 2 communautés qui avaient vécu, qui avaient fait des études différentes, qui étaient dans des endroits différents dans les entreprises, qui étaient très largement dans des circuits de financement et de développement et des circuits même amicaux souvent différents, qui pouvaient être sensibles les uns aux autres, mais qui, au fond, fonctionnaient avec 2 imaginaires très profondément différents. L'un d'entre eux, l'imaginaire de la technologie, est un imaginaire qui, quand il voit une limite, dit « comment est-ce qu'on la fait péter ?» et l'autre, qui est dans un imaginaire qui dit « comment est-ce qu'on réintègre ces limites ?» Les deux ayant, par contre, une espèce de point de rupture qui est, en termes presque philosophiques ou physiques, une singularité. C'est-à-dire, là, on a eu la photo du trou noir récemment, donc on devrait être familier de ce que c'est qu'une singularité, c'est-à-dire un endroit au-delà duquel les lois sur lesquelles on se fonde pour expliquer, pour représenter, pour prévoir, pour modéliser, ne fonctionnent plus. Et c'est vrai tant de ce qu'on appelle la singularité technologique, le moment où les capacités des machines nous auront dépassés de manière irrémédiable, que de l'effondrement. Au-delà de ce point-là, il y a forcément un futur, parce que le temps ne s'est pas arrêté, mais il y a un futur dont on ne sait pas dire grand-chose. Et donc la question, c'est... Deuxième zoom rapide que je voulais vous présenter, un travail... Il y a à l'Université d'Arizona un centre qui s'appelle le Centre pour la science et l'imagination, qui fait régulièrement des travaux qui vont essayer de marier scientifiques, acteurs, scientifiques et de plus en plus scientifiques sociaux, ce qui est tout nouveau pour eux. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un scientifique, c'était un physicien, hein, et puis ou un biologiste. Voilà. Donc économistes, sociologues, etc., artistes, notamment écrivains de science-fiction. Et je vous recommande un travail vraiment passionnant qu'ils viennent de faire sur l'hypothèse 2050, l'Arizona est 100% solaire. En fait, comment ça s'est passé ? Et il suffit pas et le message, c'est qu'il suffit pas de dire oui, mais il y a plein de soleil en Arizona, donc il y a qu'à mettre plein de panneaux. Oui, d'accord, mais c'est des très grands champs. Est-ce qu'ils sont possédés par Suez ? Je reprends la question de tout à l'heure. Où est-ce qu'ils sont collectifs ? Qu'est-ce qu'il a fallu qu'on écrabouille pour mettre ces champs-là ? Est-ce que en fait non, c'est plutôt des panneaux dans une ville, mais au-dessus de quoi ? Ou alors un système décentralisé, mais comment ça marche ? Et est-ce que les gens arrivent effectivement à s'échanger les choses ? Ou est-ce qu'en fait il y a des communautés où ça se passe bien et d'autres pas bien. Et donc, quand on commence à mettre ça en récit, c'est là qu'on va rentrer dans la complexité, la densité humaine, sociale, et donc faire émerger des questions qui peuvent nous servir aujourd'hui sur justement cette question de la transformation de quelque chose qui est un système, l'énergie. Je pense que peut-être Pedro en reparlera, parce que si j'ai bien compris, c'est beaucoup son sujet, l'énergie. C'est un système, c'est pas juste des techniques pour produire et stocker de l'énergie. Enfin, dernier point, autour de ces questions-là, le design qui nous intéresse ici est très présent. Il est présent depuis longtemps sur la question de l'anthropocène, du futur, des défis du futur, etc. Il est présent depuis suffisamment longtemps pour être peut-être dans un moment
un petit peu de crise, un petit peu de tension, en disant « ouais, on a fait plein de choses, on s'est dit que le design avait des capacités de transformation, et puis on a créé cette branche du design fiction spéculatif qui fait des objets qui n'ont pas vocation à être fabriqués, mais à vocation à créer du débat. Et puis ces objets, ils réussissent tellement bien qu'ils sont dans des musées, et en fait, non, vous ne voulez pas être dans des musées. On voulait changer des choses. Et donc, on retrouve aujourd'hui une réflexivité sur la réflexivité sur le design qui se manifeste notamment par un très bon texte que je vous recommande, qui s'appelle Reconstrained Design, par certains des fondateurs, certaines des figures tutélaires du monde du design fiction, notamment James Auger, qui est alors au Royal College of Art, qui n'y est plus maintenant, qui est en France d'ailleurs. Et ce document commence par deux choses qui peut-être nous intéressent ici. La première, c'est donc première affirmation du manifeste. Renversons cette affirmation, qui est une affirmation classique des manuels de marketing, qui est « les désirs humains doivent dépasser ces besoins ». Et qui est une affirmation classique du marketing qui nous paraît choquante aujourd'hui, mais en fait, qu'est-ce qu'elle voulait dire? C'était une affirmation d'espoir, c'était « nous avons dépassé le moment où nous étions esclaves de nos besoins. Nous pouvons rentrer dans le monde du désir. » Et c'est bien, normalement. Mais en fait, ça nous pose évidemment problème. Et le deuxième, qui est « reprenons le contrôle des moyens, focalisons-nous moins sur les fins ». Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on n'a pas raison? Mais en tout cas, voilà deux éléments d'introduction que je voulais vous proposer. Et puis signaler simplement que la première action de ce réseau international, si ça vous intéresse, elle a été lancée. C'est une plateforme qui vous invite tout simplement à partager une image, un film, une histoire, quelque chose, un objet du futur qui vous aide à penser, qui vous aide à agir, qui vous stimule, et donc à le partager avec les autres dans une espèce de commun, de carte postale du futur.